Car Paris, à cette époque, suit le mouvement inverse. La classe bourgeoise, au lieu de quitter la capitale, réinvestit le cœur de la ville. Ni la guerre de 70, ni la Commune de Paris n'ont interrompu ce grand mouvement. Au contraire, 4 ans à peine après la défaite, Paris inaugure en grande pompe son nouvel opéra. Les dommages de guerre ont été payés intégralement à l'Allemagne l'année précédente. La France s'est remise de la tragédie de 1870 avec une étonnante facilité. C'est dire la santé de la France, c'est que ces dommages de guerre de 5 milliards de francs or, elle s'en acquitte avant la date fixée. Et donc c'est pourquoi Thiers est considéré par l'histoire comme le sauveur du territoire. C'est pour ça qu'il y a 93 rues en France qui portent le nom d'Adolphe Thiers. C'est parce qu'Adolphe Thiers débarrasse le territoire français des Allemands plus tôt que prévu en s'acquittant de cette somme monstrueuse. La France est un pays riche, dynamique, qui va de l'avant et qui a une confiance, mais une confiance aveugle dans l'avenir. L'Opéra Garnier, dont la construction a été décidée sous Napoléon III, sera le temple de la nouvelle bourgeoisie de la Troisième République. L'un après l'autre, les stigmates de la guerre civile au cœur de Paris sont effacés. La quasi-totalité des grands bâtiments incendiés pendant la Commune sont reconstruits, souvent à l'identique, en moins de 10 années. L'Hôtel de Ville, la Cour des Comptes, la Chancellerie de la Légion d'honneur, la rue de Lille, le ministère des Finances, tout est remis à neuf. À l'exception du Palais des Tuileries. Il aurait été possible de le restaurer. Le palais des rois et des empereurs est pourtant détruit par la Nouvelle République, qui veut faire de ce passé table rase. Il était clair que techniquement, ce n'est pas un problème. Il y avait des pierres calcinées, il y avait une structure qui avait résisté, il fallait refaire beaucoup d'éléments. Mais la jeune République, qui avait fait du président de la République un personnage fantoche, qui n'avait pas de rôle majeur comme nous le connaissons dans la Ve République, n'avait pas besoin d'un palais. On l'a mis dans un hôtel particulier, très peu visible monumentalement. Ce qui est visible, c'est l'hôtel de ville, reconstruit, et le Parlement sur la place de la Concorde. Ce sont les vrais lieux de ce nouveau pouvoir républicain. Le président est un aspect du décor et certainement pas dans le château des Tuileries reconstruit. Donc le régime républicain a signé en fait son installation spatiale par ce vide monumental. À la place de ce grand lieu de pouvoir, il n'y aura plus désormais que le grand vide du jardin des Tuileries. Une manière de signifier que les régimes précédents appartiennent désormais au passé. La France nouvelle préfère regarder l'avenir et l'exprime à travers l'organisation des expositions universelles. 3 expositions se succèdent, une tous les 10 ans. 1878, c'est l'exposition qui témoigne des forces recouvrées de la patrie vaincue. Manière de dire au monde, voilà, nous nous sommes redressés et désormais il va falloir à nouveau compter avec nous. 1889, c'est l'exposition qui démontre le triomphe de la République. Paris est la ville du mouvement perpétuel, la ville moderne, la ville lumière par excellence, et c'est le phare de la civilisation. Et ce que dit 1900, c'est Paris est le phare de la civilisation. On croyait la France vaincue, humiliée, épuisée. Paris revient aux yeux de tous comme la capitale d'un pays inventif, qui semble déjà vouloir prendre sa revanche. En à peine 40 ans, Paris a opéré une profonde mutation. D'une ville archaïque, trop petite et trop dense pour aborder les défis de son époque, elle est devenue une métropole européenne et une capitale industrielle de premier plan. Et elle s'est faite une spécialité. Les industries du luxe, bien sûr, mais aussi les industries d'avenir. Dans Paris intramuros,
il y avait Citroën, il y avait Delahaye, il y avait Rosingart, il y avait Panhard et Levasseur. L'industrie de la carrosserie de luxe en France détrône l'Angleterre, détrône l'Allemagne, si bien qu'en 1880, une voiture de luxe sur 2 exportée dans le monde est une voiture française. Dans le 15e arrondissement, il y avait des fabriques de dirigeables, les premières fabriques d'aéroplanes, les frères Farman, Voisin. Donc c'est une ville très industrielle, comme par exemple les Berlin. La population de Paris suit l'expansion industrielle. 1 900 000 habitants après la guerre de 1870, 1 million de plus en 1913.